Hello les pros de l'IMO, bienvenue dans 15 minutes impact. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucille. Salut Lucille. Salut Julien. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps et puis après nous expliquer ta problématique plaisir. et en quoi je peux t'aider? Avec plaisir. Donc moi, je suis Lucille. Je suis mandataire chez IAD. Je travaille à mon compte. Je suis entrepreneuse. Je suis sur le secteur de Gif-sur-Yvette en vallée de Chevreuse. Et voilà pour l'essentiel. Ok, très bien. Alors, quelle est ta problématique? Ma problématique est la suivante. Dans le marché volatile qu'on connaît tous aujourd'hui, je voudrais savoir quel est le meilleur moyen de ne pas se planter sur une estimation. Puisque très récemment, j'ai perdu 3 mandats parce que mes estimations ont été considérées comme étant sous-évaluées. Alors qu'au final, j'étais au bon prix puisque c'est le prix auquel sont partis les biens. En plus. En plus. Ok, mais ça fait toujours rager. C'est la concurrence qui a eu le mandat. Exactement. Alors, ça, c'est un problème qui est récurrent, qui n'est pas propre forcément à la période. Tu l'aurais eu pendant la période Covid, tu l'aurais eu pendant la période avant Covid. C'est un problème qui est récurrent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des agents immobiliers mal intentionnés qui surestiment les biens pour obtenir les mandats. Et donc, c'est une problématique qui revient tout le temps. Alors, pour régler cette problématique, moi, j'ai une approche qui est radicale et qui est, qu'on t'apprendra nulle part ailleurs, ça c'est sûr. L'objectif, ça va être d'être à égalité de traitement avec les autres agents. Je m'explique, pardon. Quand un agent immobilier surestime un bien, forcément, dans la tête du vendeur, tu passes au second plan. Ça, c'est un problème récurrent. Et pour le régler, ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à se mettre au même niveau. Et là, ce qu'il va falloir faire, et c'est une réponse qu'on t'a, à mon avis, jamais formulée, il va falloir expliquer au vendeur que l'estimation d'un agent immobilier ne vaut rien. Partant de ce principe-là et de ce postulat-là, si tu arrives à lui faire prendre conscience que l'estimation d'une agence immobilière ne vaut rien, à ce moment-là, tu seras traité sur d'autres critères que le prix de l'estimation. Et tu seras jugé non plus sur le prix de l'estimation, mais sur les services que tu proposes pour arriver à vendre plus vite, plus cher et dans des meilleures conditions. La question, c'est comment on arrive à faire ça? Comment on fait pour qu'un vendeur se dise « Ok, n'importe quel agent immobilier qui va venir chez moi me faire une estimation, je ne pourrai pas m'y fier ». C'est ce qu'il va falloir leur faire comprendre. Pour ça, c'est très simple. Il va falloir tout simplement les questionner. Comme je le dis tout le temps, il faut passer par le questionnement. Là, il y a 2 questions à poser, ou 3, allez, on va dire, pour faire prendre conscience qu'un agent immobilier n'est pas le mieux placé pour estimer un bien. D'ailleurs, je vais te poser la question, comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Oh, tu vas voir, la réponse, elle est très simple. Quel intérêt a un agent immobilier à surcoter un bien? À obtenir le mandat. Très bien. Pour gagner la confiance du client. Exactement. Quel intérêt a un agent immobilier à sous-coter un bien? À le vendre plus vite et à avoir sa com très très vite. Ok. Toi, en tant que cliente, comment tu peux te fier, sachant qu'un agent immobilier peut avoir l'intention de surcoter un bien pour récupérer l'affaire et un autre pourrait avoir tendance à sous-coter pour vendre plus vite? Comment toi, en tant que vendeur, tu peux faire confiance à un agent immobilier encore? Lui faire confiance, je ne sais pas. Par contre, j'appliquerai justement la méthode du questionnement, mais à l'inverse. Je lui poserai toutes les questions sur les prestations qu'il a à me proposer en plus du prix. Exactement. Donc, on en revient aux services et aux moyens mis en œuvre pour arriver à vendre plus vite, plus cher. Et dans des meilleures conditions. Et dans les meilleures conditions. Exactement. Donc, si tu poses ces 3 questions-là à ton vendeur, il va prendre conscience, en fait, que les agents immobiliers peuvent avoir des intérêts personnels à annoncer un prix haut ou un prix bas. Et que finalement, ne pouvant pas découvrir les intentions de l'agent immobilier, parce que intrinsèquement, il ne peut pas le savoir, on ne peut pas savoir ce que les gens ont derrière la tête, eh bien, tout simplement, il ne va pas pouvoir lui faire confiance. Une fois que tu auras désacralisé cette estimation-là, ce rendu d'estimation-là des confrères et la tienne, là, le vendeur va vraiment se focaliser sur les services et les moyens. Et toi, c'est sur ça que tu veux être jugé, pas du tout sur l'estimation, tu vois. Et donc, par contre, parallèlement à ça, l'autre question qui pourrait venir derrière, c'est comment je gère, comment je fais, moi, quand je vais rendre quand je vais rendre mon estimation, comment je vais faire pour traiter cette problématique-là? Comment on va parler du prix de mise en vente? Comment je vais faire pour l'influencer à avoir le prix le plus bas possible, enfin le plus proche du prix du marché? J'ai une idée. Vas-y, dis-nous. C'est-à-dire lui vendre déjà tous les services avant, qu'il n'ait plus rien à faire du prix, pour que ce soit déjà emballé avant. Exactement. Alors, la première chose à faire déjà, c'est de ne jamais partir sur le prix, de ne jamais traiter de la problématique du prix tant qu'il n'a pas validé les services. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on a vue juste avant et qui est hyper importante, c'est de ne jamais parler du prix tant qu'il considère que ton estimation à ses yeux a de la valeur. Parce que s'il considère que la tienne a de la valeur,
il va considérer que celle du concurrent a de la valeur. Donc, il faut absolument que ça soit mis à part. Et après, le traitement qu'on va faire par rapport à l'estimation et le travail qu'on va faire pour influencer le prix du vendeur, ça va dépendre de 3 paramètres. Ça va dépendre de la maturité du client, de son niveau de motivation et de la faisabilité de son projet. Si on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas mature, dont le projet est quasiment irréalisable, et 3e paramètre, j'ai dit quoi? Motivé, faisabilité. Je me suis perdu. Motivation, faisabilité, ça va revenir. Et maturité. Si ces 3 critères-là ne sont pas remplis, tu pourras lui dire tous les prix que tu veux, il ne t'écoutera pas dans tous les cas. Donc avec ces vendeurs-là, on ne va pas se casser la tête. On va juste leur dire, monsieur le vendeur, combien vous voulez de votre bien? J'en veux tant. Ok, on va tout faire pour arriver à vous le vendre à tel prix et tu le rentres dans ton portefeuille. Une fois qu'il est dans ton portefeuille, c'est une autre histoire. Il est avec toi, tu pourras le retravailler avec le temps. Ça représente grosso modo 15 à 20% des vendeurs. Après, tu vas avoir des gens qui vont cocher que 2 critères. Par exemple, la motivation et la maturité. Ça représente plutôt, on va dire, 60% du marché des vendeurs. C'est sur eux que le chiffre d'affaires s'effectue. Donc c'est sur eux que ce travail-là, que je parlais préalablement, il va falloir vraiment bien le faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils comprennent que l'estimation n'a pas de valeur. Et à partir de là, on va user de tout un tas de techniques pour que d'eux-mêmes, ils arrivent à découvrir le prix de vente de leur bien. Qu'ils en aient conscience du moins. Même s'ils ne prennent pas la décision de mettre au bon prix, c'est pas grave. Pareil, on les rentre et puis on les retravaillera avec le temps. Mais on ne va pas utiliser les mêmes techniques avec la première catégorie. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des clients les plus à l'écoute, qui ont les 3 voyants ouverts. Exactement. Et là, par contre, eux sont à l'écoute. Donc, eux, on peut se permettre de leur dire la vérité. La vérité argumentée, ils vont arriver à l'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement peur que leur projet ne se réalise pas qu'ils vont écouter vraiment le fond de ton argumentation. Alors que pour les autres, ça va être du bruit. Ils vont s'attacher qu'aux résultats. Tu vois. Donc, à ce moment-là, il va falloir tout montrer, toutes les preuves possibles et imaginables, ce qui s'est vendu, la compétition sur le marché, les acquéreurs que tu as actuellement en portefeuille. Voilà. Là, il va falloir vraiment être béton sur le dossier. Mais normalement, ces gens-là sont à l'écoute. Mais ils représentent 5 à 10% maximum. Voilà, exactement. Donc, ça ne va pas faire énorme. Voilà. C'est pour ça que le travail le plus important, c'est sur les B. Bien clair pour moi. Okay. Je vais mettre ça en application dès demain. Oui, il ne faut pas hésiter. Il y a beaucoup de gens qui viennent faire la formation qui se disent mais attends, comment ça on ne doit pas estimer les biens des gens alors puisque notre estimation n'a pas de valeur. C'est le seul moyen d'arriver à se mettre à égalité avec les autres. Tant que les vendeurs considéreront que l'estimation d'un agent immobilier a de la valeur, c'est mort. On ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter, c'est émotionnel. Si on dit à un vendeur que son bien vaut 1 million d'euros alors qu'il en vaut 800, évidemment, et c'est normal qu'il aille vers celui qui lui propose 1 million. Évidemment. Donc, il faut absolument désacraliser ça. Je vais m'y atteler. Cool. Je vais m'y atteler. Ça fait plaisir. On a 7 minutes encore, donc tu peux y aller. J'ai une autre question. C'est pas tout à fait la même problématique, mais ça reste dans le thème comment rassurer un client à qui tu as déjà vendu un bien, qui te confie la vente de son bien et pour lequel il a besoin d'un prêt-relais. Et il est extrêmement frileux. Donc, on en revient aussi à l'estimation. Et là, moi, je suis dans l'empathie, la bienveillance, beaucoup dans l'empathie. Donc, j'ai vraiment pas envie de me planter et j'ai pas envie de les faire flipper, justement, ces clients-là. D'accord. Et je veux qu'ils gagnent ma confiance, je veux la leur donner, je veux que ça aille au bout. Et tant qu'à faire, au bon prix. Ok. C'est les rassurer. Comment faire pour les rassurer? Comment faire pour les rassurer? Là actuellement le bien, donc tu as leur 2e bien à la vente, c'est ça? C'est ça. Ok, et donc pour acheter ils ont besoin de faire un pré-relais. Ils ont besoin de faire un pré-relais. Donc il faut absolument que ce bien-là se vende. Il faut absolument que ce bien moi je pense que ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est questionner les peurs. C'est-à-dire ok, et les conséquences. Ok, si jamais on ne vend pas, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où vous allez peut-être être embêté? Jusqu'où ça peut vous mettre mal? Je pense qu'en fait, c'est comme dans toute relation. Là, on va sortir même du cadre de l'immobilier, mais je pense qu'à partir du moment où on n'a pas peur d'aller questionner les sujets tabous, les sujets qui peuvent faire peur et mal, la plupart des agents immo, qu'est-ce qu'ils feraient dans ce cas-là? Ils feraient un peu l'autruche, ils diraient ben voilà, le bien il vaut tant, du coup vous allez pouvoir réaliser votre projet, ils vont prendre le bien à la vente, ils vont faire s'engager les clients, et puis si ça se vend pas, ils vont dire désolé, on a fait. Non, ce qu'il faut faire, c'est projeter les gens, c'est se dire ben voilà, si jamais on n'y arrive pas, jusqu'où ça va vous mettre dans l'embarras? Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque-là? Il faut oser le dire en fait. Et je pense que si on est vraiment transparent sur les possibilités négatives, que la situation tourne au vinaigre, je pense que les gens, c'est comme ça qu'on gagne leur confiance en fait. C'est pas en essayant de faire l'autruche, tout simplement. Il faut questionner ça. Voilà. Comment ça se passerait si on vendait 30 000 euros de moins que ce qu'on a prévu?
C'est dans mes cordes et puis c'est prévu. Mmh. C'est fait. Donc, Tu sais, je pense en fait que dans ce genre de situation, dans tous les cas, il faut agir avec les gens. Et ça, c'est valable pour tout. Il faut agir avec les gens comme on aimerait qu'on agisse pour nous. En général, on a la bonne réponse. Sur toutes ces questions d'éthique, je pense que c'est le mieux. Tu sais, c'est par exemple, tout bêtement, quand il y a eu un décès dans une maison, par exemple un suicide, il y a beaucoup de gens qui se disent est-ce que je dois le dire aux acquéreurs ou je ne dois pas le dire? La question de l'éthique, elle se pose. Comment toi, tu aimerais qu'on agisse avec toi? Parce que finalement, la question, c'est pas tant ce qu'on va dire au client ou pas. C'est comment toi, tu vas vivre la relation avec la personne. Absolument. Tiens. Moi, j'aimerais qu'on me le dise. Alors, il faut le dire. Clairement. Alors, il faut le dire. Clairement. Est-ce qu'il nous reste 1 minute ou pas? Oh oui, 4. 4 minutes? On est bien. On va vite, hein? Ça va vite, hein? On avance très vite. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais je débite. Je débite parce que j'ai tellement peur du chrono que ça y va. Alors oui, effectivement, j'ai une dernière question. C'est une question subsidiaire. Est-ce que c'est une colle? Est-ce que c'est pas une colle? Vas-y. Pour toi, dans le marché actuel, dans le marché d'aujourd'hui, dans cette crise immobilière qu'on traverse en ce moment, est-ce qu'il y a pour toi une typologie de biens qui va passer mieux que les autres, qui va être plus vendeuse qu'une autre? Appartement, maison, grange, château, biens de prestige? Non, je pense qu'il peut y avoir... c'est difficile à dire parce que ça dépend. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ça dépend du secteur sur lequel on travaille. Ça dépend les biens qui se vendent déjà habituellement plutôt bien et ceux qui se vendent un peu moins bien sur le secteur. Il peut y avoir des grosses disparités. Par exemple, je te prends là où moi j'ai exercé personnellement, tous les appartements en hypercentre, c'était la folie, par exemple. Tu vois. Mais autant dans une autre ville, ça va pas du tout être le cas. Donc chaque secteur a vraiment. C'est très difficile de dire. Si je dois quand même fournir une réponse généraliste, je pense qu'il y aurait un marché à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y a soit les biens, on va dire un petit peu premium, je ne vais pas dire luxe parce que voilà, on va dire les biens premium qui, ceux-là, peuvent continuer à se vendre parce qu'ils touchent à une catégorie de personnes qui, dans tous les cas, ont les moyens d'aller dans ces budgets-là. Et le premium, pour toi, c'est quoi? Je ne sais pas, moi, premium, pour moi, c'est moins d'1 200 000. D'accord. Tu vois. Après, au-delà, ça reste quand même du luxe. Tout dépend où on évolue. C'est pareil. Si un Parisien voit ce que je dis là, il ne sera pas peut-être... Mais voilà, pour moi, c'est au-delà d'1 200 000. Voilà, hors Paris, voilà, parce que c'est un marché un peu plus spécifique. Paris même, je parle. Donc voilà, parce que pour ces gens-là, aller à 1 100 000 ou 1 800 000, 900 000 ou 1 million, c'est pas très compliqué. Enfin, je veux dire, la situation n'a pas à ce point changé pour que ces gens-là ne s'engagent pas. En général, c'est des gens qui ont de l'apport, c'est des gens qui ont de très belles situations, c'est des gens qui peuvent toujours emprunter. Donc sur ce marché-là, je pense que, à mon avis, il y a de très belles opportunités à faire, notamment dans l'investissement, dans l'achat-revente ou dans l'investissement locatif, puisque sur l'investissement locatif, ces types de biens-là, ils sont généralement plus négociés. Et donc, les gens qui ont des budgets pour aller dans ces prix-là sont beaucoup moins nombreux. Donc, le fait de la conjoncture, le fait que déjà, intrinsèquement, il y ait moins d'acheteurs sur cette typologie de biens, fait que là, il y a des opportunités, à mon avis, à faire. Donc ça, pourquoi je dis à 2 vitesses? Donc, il y a sur ces biens premium-là. Et après, il y a sur tous les petits biens que, grosso modo, tout le monde avec... Enfin, quand je dis tout le monde, peut-être un peu exagéré, mais le commun le français moyen peut s'offrir en couple, quoi. Voilà, donc c'est pareil, selon les secteurs, ça va être une toute petite maison à 250, 300 000 euros. Et puis, dans des villes un peu plus importantes, un peu plus dynamiques, voilà, des biens entre 300 000, 350 000 euros. Voilà. Grosso modo, c'est un marché à 2 vitesses. Je pense que ceux qui vont le plus souffrir, c'est les biens intermédiaires, en fait. C'est les biens, voilà, 500, 600, 700. Voilà. Là, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Mais bon, là, c'est une hypothèse. Et ça confirme ce qui se passe, en tout cas, pour mon cas. Donc, voilà. Merci pour ta réponse. Super. Super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Julien. À très vite.